Bonjour à tous, c'est IamAge et on est parti pour les news crypto du 13 mars 2021. Hop. Et on commence avec les 60 000 $ atteints par le Bitcoin. Un nouveau dixième de millier de market cap de passé qui n'est pas loin de dépasser celui de Google. Voilà, tout simplement. Tout simplement insane ce qui est en train de se passer, et on peut voir que du coup depuis les 12 derniers mois on est à plus de 1500% depuis le Black Swan, ce fameux jeudi noir du 13 mars, 12 mars, 13 mars. Tout simplement incroyable. Pourquoi on est monté aussi haut? Tout simplement les institutionnels qui sont montés, qui sont arrivés avec leurs gros billets, leurs gros sacs pleins de billets de dollars qu'ils ont posés sur la table, et puis voilà, hein. Ça monte to the moon, les entreprises qui achètent du Bitcoin pour se protéger de l'inflation. Tout simplement. Allez, maintenant on va parler des news un peu plus concrètes. Quelle régulation et fiscalité pour les jetons non fongibles, donc les NFT? C'est vrai que c'est un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est un jeton? Est-ce que c'est un actif? La question reste, voilà, on est en France, il y a encore un flou juridique à propos de ça. Donc soit c'est un actif numérique, dans quel cas c'est une flat tax de 30%, comme les cryptos, normal. Soit c'est un jeton numérique, et donc c'est une ICO, ce serait donc un utility token, et ça m'étonnerait un peu quand même. Mais c'est toujours une flat tax de 30%, dans tous les cas, sur les gains, hein, bien sûr. Soit c'est une œuvre d'art. Parce que, après, ce qui est compliqué, c'est que les objets in-game, je sais pas, par exemple, prendre des skins de jeux vidéo, est-ce que c'est de l'art? Alors que c'est pas vraiment de l'art, c'est pas comme un tableau qu'on pourrait avoir, on est sur un Ripple, et prendre un tableau de chez Arke, ça reste un objet d'art. Voilà. Et si c'est donc une œuvre d'art, donc c'est TVA à l'achat, TVA à la vente, et taxes, tout blablabla. Voilà, une fiscalité un peu plus complexe. Et Cryptos donc a donné son petit avis. On considère que les NFT sont juridiquement un hybride jeton actif, jeton numérique. Au sens strict, c'est effectivement un jeton numérique. Voilà. Mais le NFT s'assimile très bien à la définition du jeton. Au sens fiscal, c'est un actif numérique. Parce que pour l'instant, c'est tout ce qui est blockchain, c'est actif numérique par défaut. Donc voilà. Et donc du coup, flat tax à 30%. On va voir à l'avenir, quand il y aura un cadre établi sur tout ce qui est blockchain, le fonctionnement des mots, et surtout, ce qu'on va avoir, surtout, ça je l'ai oublié, on va avoir une francisation des mots. Voilà. Ça va pas être très simple. Parce que le token non fongible, non, je le vois pas arriver, je le vois pas arriver comme ça. Hein. Ethereum, il y a une nouvelle mise à jour donc qui s'appelle Berlin. Donc toutes les grosses mises à jour d'Ethereum ont des noms de villes. La dernière c'était Istanbul, et là maintenant on passe à Berlin. En fait, c'est juste un regroupement de plusieurs mises à jour qui en font en une. Voilà, donc c'est des EIP, hein, qu'on a vu, le IP 1559 pour la réduction des frais de gaz, du moins le lissage des frais de gaz. Et bien là, du coup, la mise à jour, ça sera 4 EIP, donc le 2565, 2929, 2718 et 2930. Donc on va faire un petit résumé rapidement. Qu'est-ce que fait le 2565? Il vise à réduire le coût en gaz des fonctions relatives à un ancien EIP, parce que c'est une mise à jour donc de l'EIP, pour qu'elle soit plus proche du coût de gaz des autres transactions possibles, pour éviter qu'il y ait que ça se rapproche plus, qu'on paye pas une transaction, alors que un autre type de transaction on paiera beaucoup plus cher. Voilà, que ce soit équitable dans les mêmes, qu'on fait les mêmes genres de transactions, qu'on ait à peu près le même gaz. Le 2929, en pratique, ces fonctions verront le coût de leur gaz augmenter lorsqu'elles seront appelées pour la première fois. Donc en fait, c'est pour éviter que des gens déploient des smart contracts et pour des smart contracts pour polluer la blockchain. Voilà, c'est pour la première fois, ça se prend une grosse taxe en pleine gueule pour déployer un smart contract, et ensuite ça s'atténue.
Donc c'est très bien, donc une sorte de protection anti-DDoS. Et ensuite, donc la 2718, il s'agit d'une enveloppe pour faciliter la prise en charge de plusieurs types de transactions. Cette proposition permettra aussi de moins complexifier l'ajout de types de transactions. Voilà. Et la 2930, une fois déployée, cette EIP introduira un nouveau type de transaction qui pourra contenir une access list. Il s'agit d'une liste concernant les adresses et les clés de stockage à laquelle la fonction compte accéder. Cette liste permettra au client de traiter plus facilement l'exécution et la fonction et également d'en réduire le coût du gaz. Donc c'est beaucoup autour du gaz. En même temps c'est normal, hein, c'est pourquoi la blockchain est délétère. Et on va dans le bon sens du terme. On va maintenant parler de SushiSwap, le concurrent, est-ce qu'on peut prendre après le concurrent alternative, on va dire, à Uniswap, qui à la base était un fork bête et méchant de Uniswap, mais qui se maintenant très bien démocratisé, qui s'est très bien évolué. Comme on l'a vu dans une news précédente, il voulait se déployer sur toutes les chains en même temps, donc sur la BSC, sur des layers 2. Mais ça prend du temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, une solution qui a été proposée par Raydium. Donc je sais pas si vous suivez un peu les cryptos, Raydium a explosé ces derniers temps. Et je pense parce que c'est grâce à ça. Raydium, c'est une technologie qui est développée sur Serum. Donc la technologie Solana. Donc c'est tout ça, c'est FTX hein, derrière tout ça. Et donc du coup, vu que c'est une autre chain, forcément les frais de transaction sont anecdotiques, l'interface utilisateur est intuitive et les liquidités pourraient être agrégées au sein d'un même carnet d'ordre. Le but de Solana, c'est de faire des échangeurs décentralisés, un peu comme un Binance, mais en complètement décentralisé. Et en plus, avec l'ajout de la liquidité de SushiSwap, voilà, il y a énormément, il y a des milliards et des milliards sur SushiSwap, donc ça serait que du bonheur. Voilà. Malgré la portée technique d'une telle coopération, les enjeux restent simples. Permettre d'offrir des alternatives peu coûteuses et fluides aux utilisateurs de SushiSwap. Ceux-ci ont en effet vu leur expérience profondément se dégrader. Quand sur SushiSwap, il faut déposer la liquidité, donc il faut approuver les tokens, déposer la liquidité. Ensuite, stake les tokens. Ça fait 4 transactions. Ça peut revenir très cher, à plusieurs centaines d'euros des fois. Donc si ça peut être fait en moins d'€1, moi, j'achète. J'achète instantanément. Hop, on va passer sur la heatmap. Et comme je l'ai dit, on a passé les 60 000 $, forcément. Hein. Là, il y a un gros palier psychologique, ça les a tapés. Et hop, on est descendu juste en dessous après. Ethereum 1800 qui reprend les couleurs. Cheese qui nous fait la poussée du siècle. En une semaine, il a pris 500% au total. C'est fou. Donc je sais pas si ça se trouve, ils ont dû sortir un truc sur les NFT. Je vais voir ce qui s'est passé dessus. Mais c'est bien. C'est très très bien pour eux. Sushi forcément qui monte 22 $, pardon. Mana Decentraland, pareil 50%. Holochain 50%. Pundix 50%. Voilà, ça monte. C'est bien. Il n'y a pas que le Bitcoin qui monte parce que là, c'est le Bitcoin montré tout seul d'un coup. Tout le reste de la map sont en rouge. Et c'est pas très sympa. Et donc je vous remercie d'avoir regardé. Il y a quelques news, mais qui étaient assez bien chargées quand même. N'hésitez pas à like ou dislike, commenter et à vous abonner. Et je vous dis donc à lundi, parce que dimanche les news il n'y en a pas trop. Donc je vous dis à lundi et bisous.